Et toujours dans cette page spéciale sur Radio Rythme Bleu consacrée à la campagne pour les législatives, un invité, Elisabeth Noire. Nous recevons ce midi Philippe Denoyer, candidat de la majorité présidentielle dans la première circonscription. Philippe Denoyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député sortant de la première circonscription, candidat à votre propre succession. Alors fin avril, vous aviez dressé le bilan de votre mandat. Vous aviez refusé à l'époque de dire si vous étiez ou non candidat. Finalement, vous l'êtes. Pourquoi est-ce que vous avez fait durer le suspense et qu'est-ce qui vous a décidé à y aller finalement ? Je vais vous répondre, mais si vous permettez, je voudrais saisir l'occasion de cette entrevue pour adresser mes plus sincères condoléances et mes pensées les plus émues à Madame Lec, à Evelyne, à ses enfants, à la famille, suite à la disparition de ce géant de notre histoire politique qui était Jean Lec. Ça a été très bien rappelé tout à l'heure, mais c'est important pour moi d'y revenir parce qu'on en a peu des hommes politiques avec une telle longévité, avec un tel investissement sur tous les champs, ce que le livre de Madame Brault a parfaitement montré d'ailleurs, qui faisait de Jean Lec bien sûr un homme politique incontournable, et un élu de proximité aussi, parce que je crois que personne n'a oublié ces fameuses déambulations du samedi matin à Nouméa ou à la place des Cocotiers. Rue de l'Alma notamment. Rue de l'Alma notamment. Voilà, donc je suis très triste d'apprendre sa disparition. Elle était malheureusement un peu attendue, mais ce qu'il faut retenir, je pense aussi, notamment, au-delà de ses qualités de signataire, au-delà de ses qualités de premier président du gouvernement, de plus long élu à l'Assemblée territoriale, c'est un homme qui a toujours prôné le dialogue, l'équilibre, la recherche du consensus, et c'est à ce titre-là qu'un homme d'exception, je crois, il faut qu'on se souvienne de lui. Merci Philippe Denoyer. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle cette édition est un peu entre guillemets bousculée et que nous vous recevons à ce moment dans ce journal. Donc je reviens à la question que vous posiez tout à l'heure. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant et comment vous avez pris votre décision aussi ? Oui, c'est une décision en fait qui s'est construite à partir de, je dirais, 3 constats. Les 2 premiers sont extérieurs et le premier est personnel, et le troisième est personnel. Donc je vais commencer par les extérieurs. Le premier constat, c'est qu'il y a une urgence absolue de par la fin de l'accord de Nouméa qui de toute façon arrive à son terme au maximum dans 2 ans. Il y a une urgence absolue à ce que nous fassions mouvement, et nous y reviendrons tout à l'heure, c'est ce que nous avons fait à plusieurs formations politiques pour faire face à cette échéance, parce que le calendrier est très serré et que si on veut être responsable à la hauteur en tout cas du message qu'on envoie aux Calédoniens, nous devons nous regrouper pour être le plus efficace possible dans un pas de temps qui est petit. Le deuxième constat, et malheureusement il continue de se réaffirmer, c'est que la Calédonie est de plus en plus frappée, non seulement par la pandémie bien sûr, mais par aujourd'hui l'inflation terrible des prix qui frappe les Calédoniens et plonge dans la pauvreté et la misère des centaines et des milliers de familles chaque jour. Je passe sous silence les enjeux climatiques qui sont déjà aussi à nos portes, si je peux dire. Bref, il y a énormément d'enjeux et de défis face auxquels la Nouvelle-Calédonie doit pouvoir à la fois bénéficier de la solidarité de la métropole et en même temps en tirer un intérêt pour son propre développement, un intérêt mutuel, non seulement pour la France mais aussi pour l'Union européenne. Et puis le dernier élément, c'est un élément personnel, parce que j'ai, je vous le confirme, de nouveau la même envie, la même énergie, la même force de conviction que je veux porter à Paris. C'est un honneur de pouvoir représenter les Calédoniens et de porter leur parole. Et avec une majorité présidentielle dont je souhaite la victoire aux prochaines élections législatives à l'Assemblée nationale, ce sera un outil très important pour mener à bien à la fois les priorités institutionnelles et les engagements du quotidien. Il y a 5 ans, vous avez été élu pour la première fois à l'Assemblée nationale sous l'étiquette Calédonie Ensemble. Cette fois-ci, c'est sous l'étiquette majorité présidentielle. Vous êtes devenu macroniste quand ? Entre les deux J'ai appelé à soutenir le futur premier président au 2e tour de l'élection de 2017 et ensuite, comme beaucoup et comme la majorité des Calédoniens qui le lui ont montré à l'occasion des élections présidentielles, je vous confirme, et je suis convaincu que c'était le président qui s'est le plus investi personnellement dans ce dossier, qui a non seulement bien sûr entrepris des démarches auprès de nous, qui a mandaté Édouard Philippe, Premier ministre, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, pour être présent au quotidien, qui a organisé les 3 référendums, qui a permis aussi à la Nouvelle-Calédonie de franchir la vague du tsunami de la Covid en mettant en place des moyens matériels, humains, sanitaires, financiers colossaux. Donc c'est véritablement à ce titre-là, notamment, le président qu'il faut à la Nouvelle-Calédonie pour sortir de l'accord de Nouméa. Même si, vous le disiez vous-même, on est maintenant un peu au pied du mur, le calendrier est extrêmement court. On a l'impression que pendant ces 5 dernières années,
sur le plan de l'avenir institutionnel, il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu des tentatives, il y a eu la réunion Le Prédour, il y a eu des réunions à Paris, mais les choses n'ont pas avancé. Oui, mais parce que nous n'étions pas localement d'accord. Si nous nous étions tous mis d'accord pour, par exemple, n'organiser qu'un seul référendum, ce n'est pas le cas, nous aurions donc achevé ce référendum en 2018 et mis à profit les années qui ont passé depuis pour essayer de trouver cet équilibre. Et nous ne sommes pas mis d'accord, il y avait des règles, on les a respectées, on a eu un deuxième et un troisième référendum, le dernier c'était l'année dernière. Donc il ne faut pas l'oublier, c'est à la fois un calendrier qui n'était pas décidé par l'État mais bien décidé par les partenaires politiques calédoniens. Il a imposé un timing qui a décalé ce que d'ailleurs... Et Jean Lec en est un des signataires, l'accord de Nouméa prévoyait. L'accord de Nouméa prévoyait pas obligatoirement 3 référendums, sauf s'ils étaient demandés, mais surtout après, l'accord de Nouméa dit réunissez-vous, discutez et trouvez une solution d'avenir dans le consensus, dans le dialogue, dans le respect, et je rajouterai une solution définitive. Alors vous êtes le candidat de la majorité présidentielle, vous êtes aussi ici le candidat de l'Union loyaliste, la Maison commune, là on ne sait pas quel nom ça porte vraiment. Avec donc qui réunit Calédonie Ensemble, les Républicains calédoniens, le MPC, Génération NC. Comment vous avez décidé de vous unir? Les Calédoniens n'ont peut-être pas encore bien compris, parce que vous êtes entre guillemets on s'est opposé, oui, tapé bien sûr. Dessus pendant des années. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a réuni tout à l'heure? C'est le constat partagé que je faisais tout à l'heure, c'est que on peut tout à fait continuer à, comme vous le dites, se taper dessus dans la sphère politique, mais ça n'est pas à la hauteur de la responsabilité que nous voulons assumer pour le bénéfice des Calédoniens. Quand je dis ça, c'est, par exemple, est-ce que ce serait responsable de venir à 4 ou à 5 dans la sensibilité d'un indépendantiste pour discuter d'un avenir en disant, si, on va être plus efficace à 4 ou à 5? La réponse est non. Il faut le faire donc, et nous l'avons fait en retrouvant finalement des priorités qui sont des priorités partagées, communes, tirées à la fois de la volonté des Calédoniens qui s'est exprimée par 3 fois pour non à l'indépendance et non à l'indépendance association. On se retrouve aussi sur le refus de tout projet qui ressemblerait de près ou de loin à une partition. Je ne rentre pas dans le détail, mais certaines déclarations m'y font penser. Sur l'ouverture nécessaire de discussions sur le gel du corps électoral, parce que le gel du corps électoral prendra fin avec la fin de l'accord de Nouméa. C'est une réalité juridique et c'est une nécessité politique. La nécessité aussi de revoir le fonctionnement des institutions, de revoir la sous-pondération de la répartition budgétaire et des élus de la province sud voulue en 1988, et on sait pourquoi, mais qui depuis ne répond plus à la majorité de la population qui est passée de 66 à 75% en province sud. Donc il faut revoir aussi cette sous-pondération de manière un peu plus dynamique et actuelle, et il faut aussi parler de l'axe Indo-Pacifique, parce que c'est pas juste une formule, c'est quelque chose qui doit aussi nous permettre un développement, une protection militaire, un accès à des ressources techniques, technologiques, et puis enfin, et c'est le plus important, cet engagement en commun que je porte aujourd'hui dans le cadre de cette campagne, de rechercher pour mettre fin au processus de décolonisation une solution qui soit validée par les Calédoniens, dans la droite ligne de la résolution de 1970, qui prévoit expressément, comme on l'a fait en 1998, un statut librement décidé par la population intéressée pour qu'ensuite on puisse le sanctuariser dans la Constitution et ouvrir définitivement l'horizon. C'est ce que attendent de nous la jeunesse, mais pas seulement, les entreprises et la population. On a l'impression donc que vous avez gommé vos divergences, parce qu'il y en avait quand même, sinon oui, vous n'auriez pas eu ces affrontements pendant des années, mais qu'en revanche vous définissez à contrario, quoi. Vous venez de dire on est contre l'indépendance, contre l'indépendance association, contre la partition, mais vous êtes pourquoi? Est-ce que vous avez déjà réussi à préparer un projet en commun, parce que ça manque un peu dans cette campagne, les Calédoniens ne savent pas sur quoi ils doivent se prononcer. Alors d'abord, une élection législative, c'est pas pour ou contre un statut. Il faut le rappeler aussi. Mais c'est quand même le thème dominant aujourd'hui, l'avenir institutionnel marque quand même beaucoup. J'en suis pas sûr, Madame Noire. Je comprends bien sûr que pour nous, pour moi, le premier, pour vous aussi, on en parle beaucoup, mais je crois que le thème principal aujourd'hui, dans la rue, c'est la vie chère. Ça, j'en suis absolument persuadé. On y viendra. Mais vous commencez votre programme en disant comment sortir de l'accord de Nouméa. Oui, parce que c'est aussi un des objectifs les plus importants. Alors, la nécessité d'y arriver ensemble, et pourquoi comme ça, et sur quoi? Eh bien, c'est ce que je vous indique. D'abord, il faut indiquer des limites au-delà desquelles on veut pas aller. On l'a résumé, vous voulez pas de ça, mais c'est pas juste, on veut pas de la partition, c'est un détail. Il est hors de question d'imaginer ou de proposer une solution qui soit pas une à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, qui doit rester une et indivisible. Tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, mais il faudra mettre en adéquation les propositions avec les déclarations, on verra ça plus tard. Mais quand je vous dis qu'il faut rechercher un consensus, quand il faut revoir le fonctionnement des institutions, leur existence pour certains, leur fonctionnement, leur financement, la répartition des élus, le corps électoral. Je ne suis pas contre, je suis pour l'ouverture du corps électoral. Nous sommes pour l'ouverture du corps électoral. Et il faut surtout
surtout, ça c'est une conviction personnelle, se garder d'arriver avec une solution toute faite. Parce que je ne crois pas, moi, qu'il y ait une génération spontanée, avec des guillemets, d'une idée majeure que personne n'aurait eu auparavant. Ce que je crois, et j'y repense, puisque je l'ai dit tout à l'heure, à l'exemple que nous a montré Jean Lec. La bonne solution, c'est la solution qu'on va creuser, qu'on va construire tous ensemble. C'est pas la solution de l'un ou des uns contre l'autre ou les autres. Et donc toute solution toute faite représentera un problème parce ça impliquerait que tout le monde y adhère. C'est pas possible. Il faut qu'on arrive à la construire à partir du moment où on a des fondamentaux, on sait de quoi on doit parler, quel est l'objectif, et l'objectif essentiel, c'est un consensus définitif, pas un consensus avec un accord et on se revoit dans 10, dans 15 ou dans 20. Je crois que c'est véritablement l'attente principale et la clé pour faire redémarrer au plan économique, faire revenir aussi en Nouvelle-Calédonie des Calédoniens qui quittent le territoire depuis quelques mois, depuis quelques années, parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Et ça, c'est terrifiant. 2 mots de politique encore avant de revenir sur d'autres thèmes. L'union des loyalistes n'est pas totale. Non. Il y a, notamment dans la première circonscription, il y a une candidate du Rassemblement, Virginie Ruffnac, et puis la candidature de Pascal Lafleur qui s'est présentée le tout dernier jour. Ça vous a surpris? Comment vous interprétez ces candidatures qui ne sont pas dans l'Union, qui sont à côté des vôtres? Je respecte tous mes adversaires, tous les candidats. Nous sommes en démocratie, chacun peut se présenter, c'est très bien. Tous ceux qui se revendiquent d'une sensibilité non indépendantiste, nous l'avons déjà dit au moment où nous nous sommes retrouvés et nous avons signé ce communiqué en commun, il y a déjà plus d'un mois. Toutes les formations non indépendantistes, une fois les élections passées, sont naturellement les bienvenus à travailler avec nous et nous avec elles pour constituer dans la sensibilité non indépendantiste une force d'expression d'un projet qui soit homogène, qui ne soit pas un projet qui s'impose à l'autre, mais avec des lignes de force, des lignes directrices, de la même manière d'ailleurs que nos partenaires indépendantistes le font au sein du FLNKS. Alors justement, les indépendantistes, comment est-ce que vous les ramenez à la table des discussions? Comme on dit, ils ont plutôt tendance, notamment dans cette campagne législative, à durcir un peu le ton, à se radicaliser, à revenir à des concepts d'il y a quelques années. Ils veulent l'indépendance en 2025, ils veulent parler que de la pleine souveraineté, ils veulent parler qu'avec l'État, ils veulent pas déléguer le corps électoral. C'est beaucoup de choses. Vous faites comment pour leur dire venez avec nous et on va trouver ensemble une solution consensuelle pérenne? En 1988, après 5 années de guerre civile, il y a 2 hommes qui ont réussi à dépasser l'état terrible de la situation calédonienne pour parvenir à s'entendre. Donc moi je veux bien qu'on m'explique que rien n'est possible en 2022 parce qu'on a trop de problèmes tous ensemble. Enfin, si eux ils y sont arrivés en 1988 dans une situation qui était 1000 fois plus complexe, j'ai quand même la faiblesse de penser que nous pouvons trouver le chemin, peut-être celui de l'intelligence collective, pour constater que quelles que soient nos postures, ou quelles que soient nos convictions, qui sont éminemment respectables, il y a une réalité qui est celle qu'en 2024, il n'y aura pas d'élection provinciale. Il n'y aura donc plus d'élus dans les provinces, plus d'élus au Congrès et plus de gouvernement. Un cataclysme institutionnel, on peut le tourner comme on veut, c'est une réalité. Et l'accord de Nouméa n'a pas prévu une 5e mandature. Ça, c'est un fait. Donc, de toute façon, on va être obligé de se poser cette question, comment faisons-nous? Avec un partenaire, il faut quand même pas l'oublier, l'État, et en l'occurrence le président de la République, qui a maintenant derrière lui cette séquence d'organisation des référendums, et qui a maintenant devant lui, et il nous a dit qu'il allait prendre des initiatives, un rôle à jouer pour être, parce qu'il le sera, le président de la sortie de l'accord de Nouméa. Une sortie réussie ou une sortie ratée. Quelque chose me dit qu'il va préférer la réussir. Donc, je ne pense pas qu'il soit statique et que l'État, donc, mais comme en 1988 ou en 98, nous amènera à nous retrouver sur l'essentiel, même si on n'est pas d'accord sur l'avenir, mais ça c'est un fait, c'est un constat. Il y a énormément d'autres sujets sur lesquels on doit maintenant discuter et proposer aux Calédoniens une solution, comme en 1998. C'est la même clé, le dialogue, le respect, le consensus. J'entends personne dire je veux faire les choses. Enfin si, vous avez raison dans certaines déclarations, mais qui sont des déclarations de campagne électorale. Je veux croire que ailleurs, dans les institutions, indépendamment de ces campagnes, on travaille ensemble, on peut s'écouter. Sinon, il faudrait désespérer la nature humaine, et j'ai confiance dans la nature humaine. On va vous dire qu'en 88, il y avait 2 leaders et 2 blocs, entre guillemets. Oui. On n'est plus tous dans cette même conformation. Vous pensez quand même, vous pensez que c'est l'État, en fait, qui va arriver à enclencher la machine? Comme en 1988, oui. Il avait joué un certain rôle, et en 98 aussi, mais vous avez raison, on n'est plus dans la même configuration. Il ne s'agit pas de dire je regrette le passé, il faut faire la même chose, c'est pas possible. On n'est pas Jean-Marie Chibaou et Jacques Lafleur qui veut. C'est pas la question. Mais justement, par contre, ça justifie la nécessité de se retrouver, de se regrouper, ou bien au-delà des élections législatives, par rapport à ces discussions sur l'avenir et par rapport
aux échanges, aux discussions qui font que l'on mène avec l'État, avec le gouvernement, pour permettre aux Calédoniens d'affronter la vague de la hausse des prix, qui est une vague colossale, face à laquelle aucune collectivité, et même tout ensemble, n'a les capacités de répondre. Alors justement, vous me disiez que l'avenir institutionnel, c'était pas forcément le premier rôle des députés. C'est quoi le rôle d'un député? Et notamment peut-être le rôle des députés qui vont être élus le 19 juin, pas forcément le rôle d'un député dans l'absolu. Un député calédonien élu le 19 juin, c'est quoi sa mission? Alors c'est là où effectivement cette législature, comme on dit, est une législature particulière, parce que c'est la législature qui verra la fin de l'accord de Nouméa. Donc, à ce titre, les parlementaires ont un rôle, pas tout seuls bien entendu, avec d'autres responsables, ont un rôle à jouer dans l'ouverture et la tenue de ces discussions. Traditionnellement, et c'est encore le cas, les députés, donc les députés de Nouvelle-Calédonie, portent la voix des Calédoniens, défendent les dossiers des Calédoniens à Paris, où la voix est quand même lointaine, 22 000 kilomètres, je peux vous dire que ça s'entend la distance, donc le bruit est pas fort. Mais les réseaux, et c'est ce que font les députés lorsqu'ils ont l'opportunité de se représenter, les réseaux qu'ils ont construits servent à ça. Et moi, ce que j'ai pu mettre en place ces 5 dernières années, tout en n'étant pas dans la majorité présidentielle, mais en m'y insérant maintenant, vont me permettre de dire, sur les engagements que je prends, sauf si on considère que ces engagements ne sont pas utiles, nous allons avoir, avec Nicolas Mesdorf dans la 2e circonscription, nous allons avoir les moyens de nos ambitions, en tout cas les moyens d'engager ces discussions. Et c'est très important parce que les électeurs, attendent à juste titre des comptes. Donc moi je suis là aussi pour prendre des engagements et rendre compte de ces engagements, comme j'ai pu le faire dans le précédent mandat. Alors dans votre programme, vous présentez 9 engagements pour améliorer le quotidien des Calédoniens. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel? Quels sont les points sur lesquels vous souhaiteriez vraiment avoir une action? Écoutez, c'est difficile de faire honnêtement, aujourd'hui, tout le monde ne parle que de la vie chère. Ou de la défense du pouvoir d'achat. Les deux sont liés d'ailleurs, puisque c'est le sujet. Est-ce que c'est complètement conjoncturel ou est-ce que on va vous dire vous auriez pas pu avant vous en préoccuper puisque vous êtes député sortant? Oui, j'entends ça, mais c'est la critique est aisée, mais l'art est difficile. La vie chère en Calédonie est toujours au même niveau, beaucoup trop chère par rapport aux autres territoires ultramarins et à la métropole. Ça, c'est un fait. Mais là, de manière conjoncturelle mais durable quand même. Là, on a dépassé toutes les limites. En métropole, ce matin, on entendait par exemple qu'il y a un taux d'inflation supérieur à 5%, ce qui s'était pas vu depuis plus de 40 ans. Et je crains que nous arrivions, nous ici, à un taux d'inflation supérieur à 2 chiffres. C'est pas juste mathématique. Là, de la même manière que la pandémie, même si on s'y était préparé, nous a frappé et qu'on n'a pas pu y faire face tout seul, on ne pourra pas, en tout cas pas en responsabilité, dire aux Calédoniens si, je vais amortir le coût de l'augmentation de multiplication par 4 du fret, l'augmentation de 30% des céréales, les matières premières, l'essence, le gaz, l'électricité, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas possible. Et ça n'est pas faire injure ni au gouvernement en place, ni aux collectivités. La vague est trop importante. Donc nous devons, là-dessus, agir. Il y a des pistes que je propose concrètement, parce qu'évidemment, il y a énormément de compétences locales, mais il doit falloir, et moi je vais m'engager tout de suite à demander à l'État de transformer une partie des emprunts qui ont été souscrits par la Nouvelle-Calédonie, plus de 50 milliards, alors le deuxième est en cours, en aide directe. Pourquoi? Parce que ça s'est déjà fait, et il n'y a pas longtemps, 15 milliards d'aides directes de la France, en Nouvelle-Calédonie pour aider à faire face à la Covid. Je pense que 15 ou 20 milliards, soyons un peu plus ambitieux, ce serait quand même une bonne nouvelle parce que si on réduit l'emprunt, on réduit le remboursement. Si on réduit le remboursement, on réduit la matraque fiscale qui s'annonce. Il y a aussi la défense du pouvoir d'achat dans l'autre sens. Et là, c'est un dossier important qui est celui de l'ITR. Je en dis 2 mots parce que il y a beaucoup de Calédoniens qui sont concernés par ce problème de l'ITR. Préserver le pouvoir d'achat d'un retraité qui est un consommateur, c'est aussi permettre d'abord à ce retraité de mieux vivre. Il se trouve que les associations caritatives nous disent qu'elles voient arriver des retraités, qui leur demandent des bons alimentaires parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire face au coût de la vie. C'est des réalités que vous connaissez, qu'on connaît, mais on ne peut pas juste les constater. Il va falloir agir tous ensemble. Et alors, bien sûr, au-delà, il y a d'autres engagements sur la sécurité, sur la justice, sur la jeunesse qu'il faut continuer d'accompagner, sur la province des îles, parce que la première circonscription, c'est aussi la province des îles. Et il y a une série d'engagements là-dessus qui est dédiée par rapport aux constats et aux échanges que j'ai pu faire là-bas, sur le développement économique. Et sur la transition écologique. Et là, c'est le plan France 2030 de 3600 milliards de francs CFP. Pas que pour la Calédonie, malheureusement, sur 5 ans, mais auquel on peut, et j'étais hier en réunion devant 80 chefs d'entreprise, on peut tout à fait demander à ce qu'une partie de ces 3600 milliards bénéficie pour la décarbonation de notre industrie, nickel, pour la production de nickel ou la recherche de cobalt ou de terres rares dans la perspective de la production de véhicules électriques ou hybrides, et pour l'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie dans la
d'adaptation au réchauffement climatique. C'est un sujet dont on parle peu encore, qui est déjà présent, avec des premiers réfugiés climatiques physiques constatés, et c'est que le début d'une très longue phase. Est-ce que tout seul on va pouvoir y faire face ? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut bénéficier d'une expertise nationale et même européenne ? Bien sûr que oui. Donc les sujets sont tous importants, mais vraiment le sujet de préoccupation principale, c'est la vie chère. C'est un avantage d'être député sortant ou c'est un inconvénient d'une campagne comme celle-là ? Non, honnêtement... Vous êtes le seul député sortant, en plus, puisque Philippe Gomès ne sera pas dans la deuxième. Oui, non, je ne peux pas dire que ça ne soit pas un avantage, parce que, sauf si on ne fait rien. Alors, certains de mes adversaires vont certainement expliquer que je n'ai rien fait, et probablement pas assez, mais l'avantage de ces 5 dernières années, c'est d'avoir tissé des liens. Par exemple, la nouvelle ministre des Outre-mer était la présidente de la commission des lois, à l'intérieur de laquelle j'ai siégé. Avec elle, sous sa présidence, pendant 5 ans. Et avec qui j'ai travaillé à la mission Avenir Institutionnel, et qui est venue. La nouvelle ministre de la Transition écologique est celle qui s'occupait de la fonction publique, avec laquelle j'ai ouvert le dossier de l'ITR. Nous avons des dossiers avec Gérald Darmanin, avec Bruno Le Maire, bref, nous avons des liens, et puis des députés dont j'espère la réélection aussi. Donc ce tissu relationnel qui va devoir s'enrichir, bien sûr, il va permettre, surtout si nous sommes dans une majorité présidentielle, d'ouvrir plus vite les dossiers. Je vends pas du rêve, je dis pas qu'évidemment tout ça va se faire, ni que tout ça va se faire en 5 minutes, ça demandera du temps. Mais en s'y attelant dès le début, ce réseau, plus le bénéfice d'une majorité, sont effectivement 2 atouts indéniables. On a l'impression que la campagne est quand même très calme en Nouvelle-Calédonie. Je dis pas que tous les candidats sont sur le terrain, mais quand même que ça n'a pas l'air pour l'instant de vraiment passionner les gens. On a vu le fort taux d'abstention à la présidentielle. Comment est-ce que vous pouvez... qu'est-ce que vous dites aux Calédoniens pour les inciter à voter les 12 et 19 jours ? Alors... on n'a pas de chance quand même, parce que ces 2 tours, ils tombent pendant les vacances scolaires. Et le deuxième dimanche, très important, Madame Noire, c'est la fête des pères. Attention. Donc, néanmoins, c'est une élection très importante, que pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, pas parce qu'il faut élire 2 députés qui vont tout faire, pas du tout, mais parce que la représentation des Calédoniens à Paris, elle passe notamment par les 2 députés qui vont remporter ces élections législatives. Et qu'en fonction de leur étiquette politique, du groupe dans lequel ils vont siéger, de la sensibilité et des engagements qu'ils vont prendre, eh bien cette voix des Calédoniens, elle ne sera pas portée de la même manière. Et je peux vous dire, je peux attester devant vous et devant vos auditeurs aujourd'hui que le dossier calédonien n'est quand même pas très très bien connu, très très bien suivi à Paris. Il y a des connaisseurs très fins, mais ils sont de moins en moins nombreux. Donc la sensibilité de ce dossier, à l'intérieur de tous les dossiers qu'a affronté un gouvernement national classique, et par les temps qui courent, avec les bruits et les fureurs du monde, c'est difficile. Enfin, c'est parfois très compliqué. Donc, arriver avec une voix qui soit une voix construite, majoritaire, mais c'est pas la majorité qui doit l'emporter, c'est le consensus qui doit l'emporter. Pour que, à Paris, on arrive à convaincre les 3/5 des 577 députés, les 348 sénateurs. Mais il va falloir continuer, poursuivre les relations avec ceux qu'on connaît, aller voir les autres sensibilités politiques, et puis avec le réseau et l'énergie et l'envie qu'on l'on a, je suis convaincu que cette élection, elle peut déterminer une part de la résistance de la Nouvelle-Calédonie aux enjeux du monde et aux vagues qui vont nous submerger si on n'y fait pas attention. L'axe Indo-Pacifique, par exemple, qui va être déterminé à Paris, si personne ne l'alimente ou pas de la bonne manière, eh bien nous allons perdre une voie de développement, de protection, de représentation de l'Union européenne, qui est une occasion unique à l'échelle de notre histoire. Donc, c'est très difficile d'expliquer tout ça, et je comprends que les Calédoniens aient d'autres soucis en tête, notamment, encore une fois, celui de la vie chère, mais utilisez ce droit exceptionnel, qui est le droit de vote. Allez voter, s'il vous plaît, le 12 et le 19, et si je peux reprendre mon slogan, pour un avenir dans la France aux couleurs de la paix. Le premier tour, c'est dans 11 jours. On vous a retardé là déjà dans votre programme, mais qu'est-ce que vous allez faire jusque-là? Beaucoup de contacts, réunions de proximité, meetings? Oui, juste après vous avoir quitté, j'ai 2 rendez-vous dans deux entreprises, et ce soir une réunion de proximité. Je ne vous cache pas que le décès et les obsèques de Jean Lègue vont certainement perturber, et c'est bien normal, bouleverser le calendrier jusqu'à son inhumation, mais c'est bien le moins que l'on doit à cet homme d'exception. Et ensuite, tous les jours, Madame Noire, ce sont effectivement des réunions de proximité. Parfois, c'est des meetings un peu plus ambitieux, avec 80, 100 personnes qui sont choisies parce que la thématique est économique ou parce que c'est des jeunes, mais il faut être tous les jours sur le terrain et tous les jours continuer d'apprendre, parce que chaque jour, l'objectif, c'est de se coucher moins bête qu'on s'est levé. Philippe Dunoyer, candidat dans la première circonscription sous l'étiquette majorité présidentielle. Merci d'accepter notre invitation. Merci de votre invitation.